rejoins tout à fait les deux interventions qui viennent d'être dites, en fait, que dans ta question, quelle réflexion proactive, eh bien, il n'y a pas que le politique, il n'y a pas que l'économique, il faudrait interroger le social. Et que justement, ce malaise social n'est pas interrogé d'un point de vue, en tout cas, jeunesse. Je voudrais rajouter même que la réflexion, elle est dans l'imaginaire. Et peut-être ça répondra à ce que tu viens de dire sur justement l'étranger qui est aussi mal que ici, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours que l'imaginaire, on idéalise toujours l'ailleurs. Il y a une idéalisation. On est à la frontière de l'Europe, on est en dépendance économique aussi directe par rapport à l'Europe. On a des tensions de société qui sont fortes, on a une jeunesse qui part, des gens qui arrivent, et pas de moyens de traiter et d'absorber aussi de la douleur, de la difficulté, voilà, et toutes les questions d'intégration que ça pose. Et à un moment donné, bon, bah, la Tunisie n'est pas la Grèce, le nombre de migrants ne sont pas les mêmes, mais voilà, on a à l'heure actuelle un cas, à mon avis, typique sur lequel il faudrait vraiment réfléchir et puis travailler pour l'Europe, mais pour des pays aussi comme la Tunisie. Et il est important de se préoccuper de ces questions-là. Et les effets, ben voilà, les effets, ils sont directs sur du malaise pour tous et du mal-vivre pour tous, pour le coup. Voilà. Tout à fait. Cette coopération-là, à travers ces projets-là, c'est tout à fait différent. Parce que pour le commerce, on va dire, voilà les normes européennes, on veut bien que vous adoptiez ces normes-là pour que le marché commun puisse être vraiment, vous être ouvert. Mais pour l'immigration, de quelle intégration on va parler? Mais en fait, si l'on s'attarde un petit peu, il s'agit beaucoup plus d'intégrer pour mieux exclure, en fait. Et justement, et c'est pour ça que dans les TAIEX, par exemple, dans les programmes TAIEX, et les jumelages, bien que les jumelages soient vraiment très très rarissimes en matière d'immigration, là, ces projets-là c'est des stages de formation, training, c'est des stages de formation qui se concentrent ou bien qui focalisent l'attention sur la question de la sécurité, en fait. Les services de sécurité, les juges. Absolument. Mais il n'y a pas de véritable programme pour penser comment préparer, par exemple, les immigrants qui, dans le cadre de l'immigration circulaire, ou bien dans l'immigration de main-d'œuvre, etc. Il n'y en a pas des projets comme ça. Ça d'un côté. De l'autre côté, il est vrai que l'Union européenne a vraiment, on va dire, un petit peu gaffé suite au bouleversement politique en Tunisie et à peu près dans la même chose dans la région. C'est que juste après le 14 janvier, l'Union européenne, Full, Ashton, Malmström sont tous venus pour dire voilà, on a besoin maintenant de l'accord de réadmission. Allez-y, les Tunisiens, il faut signer. Deuxième chose, c'est aussi la position du Parlement européen. Ça aussi, c'est très significatif de ce qu'on est en train de faire et de penser à Bruxelles et que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Alors, je vais faire très 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 bref. Hein. Le Parlement européen n'est pas du tout d'accord avec, par exemple, tous les programmes de coopération qui s'inscrivent dans le cadre de thématiques, le programme thématique. Et en fait, le Parlement européen considère que ces programmes-là sont faits et conçus pour le développement, alors que la Commission en fait de ces programmes-là des programmes de formation pour la sécurité et le management des frontières, la gestion des frontières, etc. Et donc, voilà. Socialiste, non, mais je t'assure, David, je t'assure, David, ils sont vraiment très, très mécontents de ça. Et justement, c'est toute la polémique maintenant, et je pense qu'elle va avoir des répercussions énormes sur les projets 2014-2020, parce que le Parlement européen, maintenant, il n'est pas content, il demande de passer
alors c'est des trucs techniques, mais je vais passer très rapidement. C'est-à-dire le Parlement européen demande maintenant qu'il ait un droit de veto, même sur les implementation. La mise en place. Oui, oui. Donc ce qui n'est pas le cas maintenant, il a juste un droit de regard. Et le point d'achoppement, c'est justement les programmes de développement que la Commission est en train de détourner de leur objectif initial qui est le développement pour se servir de ces programmes et servir à la question de la sécurité. Bon, alors je terminerai par cette dernière remarque, je terminerai là, c'est que en fait, il faudrait penser que aussi du côté des partenaires du sud de la Méditerranée, comment réfléchir, comment penser à bien profiter de ces programmes-là, parce qu'en fait, ce sont les pays qui font la demande à la délégation, okay, et c'est avec la délégation qu'on prépare tous ces programmes de coopération et de formation, etc., etc. Donc il faudrait que, malheureusement, ça se fait entre institutionnels. Peut-être maintenant il faut penser à impliquer la société civile et que la société civile ait son mot à dire et à proposer, etc. etc. Et ça créerait une dynamique qui pourrait vraiment servir maintenant la Tunisie et ailleurs aussi, donc à pousser dans le bon sens cette coopération. Merci. Oui. Merci Mohamed. Juste pour compléter et puis pour... Je pense que oui. Après, il y a une difficulté concrète, à mon avis, sur les programmes, en tout cas les projets financés par l'Union européenne. Et par exemple, pour prendre le cas de la Tunisie ici, il y a un instrument, donc l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est un outil pour le coup qui est géré par la délégation de l'Union européenne ici en Tunisie. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas de veto du coup politique des États membres de l'Union européenne. C'est la délégation en tant que telle qui gère les fonds. Après, sur des questions, par exemple, comme celles qui sont posées à l'heure actuelle à la Tunisie, bon, les programmes européens, ils sont sur des financements minimum de 100 000 euros, voilà, 100 000, 300 000 euros à peu près dans les tranches. Ils demandent des volets, alors c'est un petit pourcentage, mais ils demandent 5% d'autofinancement au niveau des acteurs de la société civile, et a priori, si j'ai bien compris, ils vont avancer vers encore plus de demandes d'autofinancement. Si on demande à l'heure actuelle aux associations tunisiennes d'être en capacité de sortir 10 000 euros de leur poche et de le garantir, parce que c'est pas seulement je vais apporter plus tard par moi-même, c'est où je vais me débrouiller pour trouver ces 10 000 euros quelque part plus tard. C'est non. Tu soumets un projet, tu dois montrer que tu as la capacité et l'assise financière déjà à la base, et puis après, si tu peux trouver des cofinancements, etc., tant mieux. Donc, formellement, la société civile tunisienne devrait se saisir beaucoup plus de ces outils, mais à l'heure actuelle, à mon avis, sauf à quelques-uns très bons, dans la démarche d'obtention des fonds, et qui auraient une assise historique suffisante. Mais pour tous les autres, il faut forcément passer par un partenaire européen en fait, et une autre structure. Donc ça pose aussi des questions en retour sur la marge de manœuvre, le regard et le discours qui peut être porté. Voilà. Enfin, je dis ça. Hassan. Voilà, merci. Mohamed, juste pour compléter par rapport au Parlement européen, il y a aussi les groupes parlementaires aussi qui ont leur stratégie qui parfois va à l'encontre même. Enfin, je veux dire, je pense aux Verts par exemple, qui sont ils sont pas du tout, ils sont contre les logiques des partenaires pour la mobilité, de ces accords pour la mobilité. Bon, voilà. Donc je crois que nous avons globalement fait le tour de la question, nous avons évoqué les différentes dimensions de cette question de politique migratoire. Il me semble que, je veux dire, le chantier est ouvert. Il est en train d'être ouvert. Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, le secrétaire d'État ce matin l'a bien dit, je dirais, la vision n'est pas claire, n'est pas encore claire, mais je crois que c'est des occasions, des cadres comme ceux d'aujourd'hui, où nous rencontrons aussi bien des spécialistes que des gens, des observateurs au quotidien, qui nous permettent un peu d'avancer sur cette réflexion sur quelle politique migratoire nationale dans ce cas-là. Donc je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette rencontre,
Donc je pense d'abord à l'RMC avec Hayat, à la Bibliothèque nationale bien sûr, donc l'équipe qui a je veux dire, organisé, qui a préparé ces rencontres, bien sûr à l'initiative de Jean-Pierre, et je remercie aussi les invités, David et donc Mohamed, ceux qui sont venus de loin comme de près, pour nous avoir accompagnés toute la journée. Merci pour ceux qui restent là, pour votre présence et pour votre intérêt. J'espère que, je veux dire, nous continuerons ce modèle, enfin, ce type de rencontre sur ce sujet ou sur d'autres. Merci. Je reprends le point par lequel j'ai fini et par lequel tu as fini aussi, c'est un peu la question des politiques migratoires. Comment construire une politique migratoire? Parce que la Tunisie, quand même, n'a pas... Elle a une longue tradition de gestion administrative des flux migratoires, des migrations, mais pas de politique migratoire. Et même au niveau européen, on dit qu'il n'y a pas encore de politique migratoire, peut-être à l'échelle nationale. Donc l'idée, c'est un peu, petit à petit, contribuer au débat pour, en quelque sorte, faire pression sur les politiques, sur les décideurs, les accompagner, pour que, s'il y a émergence d'une politique de gestion, d'une politique migratoire, c'est qu'elle prennent en considération en quelque sorte l'évolution de cette migration. Sinon, il y aurait toujours le même fossé entre les politiques d'un côté et les ressortissants tunisiens à l'étranger de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'ai dit les clés d'une réussite pour la mise en place d'une politique migratoire, c'est la prise en considération de l'évolution. Il faut que les politiques et les décideurs comprennent quels sont les principaux indicateurs de mutation qui ont touché cette immigration pour qu'ils collent en quelque sorte à sa réalité et répondent en quelque sorte ou accompagnent. Enfin, ils ne sont pas en position de réponse, mais accompagnent en fait cette évolution pour justement en profiter. Ce n'est pas au sens matériel du terme, mais pour en profiter dans le sens où cette migration, si elle est bien orientée, accompagnée, conseillée en quelque sorte, elle permettrait en quelque sorte peut-être d'atténuer les tensions qu'on voit ressurgir au niveau, elles ne sont pas encore déclarées au niveau dans les relations entre la Tunisie et par exemple le principal pays d'immigration. On a vu ces dernières semaines, ces derniers mois qu'il y avait quand même des tensions fortes sur lesquelles les hommes politiques se sont prononcés. Et je me pose la question, quel est l'impact de ces tensions politiques sur la gestion des colonies, enfin des communautés, que ce soit du côté de l'État tunisien ou du côté de l'État, enfin des États d'installation. Et l'autre point qui est important à savoir, à creuser aussi, c'est que en quoi la prise en considération de ces mutations démographiques, sociologiques, permettrait d'améliorer en quelque sorte la gouvernance de cette migration par l'état d'origine qui est la Tunisie dans ce cas-là. Voilà. Donc en quelque sorte c'est ça. Et j'ai fini un peu pour rejoindre ce que tu as dit, pour dire que, je veux dire, normalement, si on pense partenariat privilégié, le nouveau projet de partenariat pour la mobilité, normalement, on ne devrait pas beaucoup insister sur la question du contrôle, de la fermeture, de la sanctuarisation, de la lutte contre l'immigration illégale ou irrégulière, mais au contraire, je veux dire, ouvrir des brèches, en quelque sorte, des perspectives de circulation, pas totalement, je veux dire, du jour au lendemain, mais je disais qu'il faudrait ouvrir des brèches lors de ces négociations, des brèches pour la circulation. Et que cette circulation ne touche pas uniquement l'élite ou les diplômés du supérieur ou les ingénieurs ou, je veux dire, l'immigration, mais touche aussi les autres franges de la société qui ont participé en quelque sorte à l'immigration illégale. Quand on voit l'immigration illégale qui sont arrivées, je veux dire en 2011-2012, il n'y a pas que les diplômés du supérieur, il n'y a pas que les ingénieurs, au contraire, ce sont des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, enfin même 17, 15 ans et 30 ans, du niveau du primaire ou du secondaire. C'est 80% des migrants. Voilà. Si on veut avoir un partenariat pour la mobilité où il y a un minimum d'équité entre les deux parties, puisqu'on projette quand même,
un espace de libre-échange, sous-entendu économique et social et commercial, mais pas social. Et j'ai même entendu parler la semaine dernière que la Tunisie ou l'Union européenne est en train d'évoluer vers 2025-2030 pour signer un accord avec la Tunisie. Je veux dire, l'application c'est 2025-2030, qui permettrait une circulation à l'image un peu du statut suisse, de la Suisse ou de Liechtenstein dans l'Union européenne. C'est-à-dire tout sauf l'adhésion aux institutions. Dernièrement, je veux dire, il y a 10 jours, je ne sais pas quelle est la... Mais on dit qu'on évolue vers ça. Mais ça, c'est au niveau de l'Union européenne. Tu ne peux pas... on n'est pas sûr que les États vont... Je pense que pour nous, les gens du Sud, on peut poser la question, qui sont les nouveaux dirigeants de l'Europe actuellement? Et comment ils abordent leur politique, déjà à l'échelle européenne. Lorsqu'on va à Bruxelles et on discute avec les anciens fonctionnaires, ils se disent que l'Europe n'existe presque plus. Elle est en tendance de s'affaiblir et de s'américaniser. Donc le projet européen en lui-même, il n'est pas en faillite, mais il est en faiblesse par la mondialisation. Donc je pense qu'on doit être conscient, et c'est particulièrement au niveau des décideurs, que l'Europe qu'on avait traitée autrefois avec Delors et avec Prodi, elle n'existe presque plus maintenant. Donc ces nouveaux dirigeants, lorsque nous discutons avec eux, d'abord on constate presque, je mettrai entre parenthèses, une ignorance de ce qui se passe dans le Sud. Ils sont dans leur priorité, disons, focalisés sur le terrorisme et sur l'islamisme. Donc parfois, lorsqu'on trouve particulièrement les actuels des pays socialistes qui sont dans des postes clés au niveau de l'Union, c'est qu'ils ne se gênent pas parce que directement ils nous visent d'être responsables de déstabiliser l'Europe. Donc là, c'est des problèmes qui sont, je suppose, très graves. Donc porter un jugement qui n'existe pas, porter une situation qui n'existe pas, porter une responsabilité qui n'existe pas, ils sont incapables de régler l'immigration clandestine pour des dividendes entre eux. Donc c'est l'Européen qui paye la politique de l'immigration clandestine parce qu'elle revient trop cher. Dans un documentaire publié par tête, c'est 4 000 € pour installer l'immigrant seul, sans sa famille, clandestin, s'occuper de lui. Donc quel est le budget qui est réservé pour cette immigration clandestine? Ensuite, les ministères de l'Intérieur européens, individuellement par souveraineté, ils travaillent par le quota que le haut commissaire de l'immigration au niveau de l'Europe essaye bien de donner par nationalité ou par, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans les critères, parce que c'est des critères qui restent entre le réseau clandestin et les ministères de l'Intérieur européens. Donc, et on peut revenir à l'immigration tout court, donc dans la coopération avec le Sud, ils prennent limite. Donc si nous voyons par exemple rien qu'en France, le nombre de Tunisiens qui quittent la Tunisie ou qui sortent des grandes écoles et qui rejoignent le secteur selon sa spécialité. Donc il y a immigration clandestine, il y a le choix dans l'immigration européenne qui passe hors cadre des nations. Et je vous remercie. Moi, je pense que la migration temporaire est un processus qui est adopté, qui est proposé aux pays de migrants comme un processus sélectif, d'immigration sélective. Parce que
l'immigration temporaire est ouverte aux cadres, aux compétences, aux jeunes diplômés de l'université. Donc, on leur offre un séjour temporaire d'une année ou d'une année et demie. S'ils prouvent leurs compétences et capacités, ils sont systématiquement, leur séjour est prolongé pour 10 ans. Donc, et ceux qui ne prouvent pas leurs compétences et l'économie des pays d'accueil n'arrivent pas à les avoir, donc ils sont systématiquement refoulés dans leur pays. Donc je crois que c'est vraiment ce processus, c'est un processus qui est derrière lequel moi je trouve qu'il y a une décision de vraiment faire avaler au pays de migrants cette pilule de voilà, on ouvre l'immigration. Mais en réalité, c'est un processus de migration sélective. Et c'est au profit, bien sûr, des pays. Est-ce qui fait qu'on parle plus de mobilité que de circulation? Est-ce que c'est la même chose de parler de circulation et de mobilité? Puis, en termes de représentation, je viens de l'université, on a dû refuser plusieurs dossiers d'étudiants. Moi, la question que je me pose, peut-être ça, j'en rebondis sur ce que Madame disait, c'est qu'on a une image de l'étudiant, du migrant, comme étant toujours en situation précaire, qui vient pour demander justement une aide, alors que c'est pas forcément. C'est peut-être une question auquel je n'aurai peut-être pas de réponse, mais ça a peut-être été abordé ce matin, je n'étais pas là, et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Il faudrait que nous regardons nous-mêmes comment nous concevons, comment nous planifions et comment nous construisons notre politique, enfin le début d'une politique migratoire pour pouvoir, parce que mieux on réfléchit ça, mieux on peut résister et répondre et peut-être proposer. Donc moi, je veux dire, cette position un peu de dire ils mettent en place des stratégies pour un peu fermer tout ça, c'est vrai. Mais aussi, il faudrait que, pour, je veux dire, démanteler, je veux dire, cette logique de domination et de pression, il faut que nous ayons nous-mêmes, nous construisons nous-mêmes, nous discutons nous-mêmes, Tunisiens dans ce cas-là, Marocains ou à l'échelle maghrébin, non pas pour répondre à cette priorité d'ailleurs, c'est la loi 2004-6 de février 2004 qui avait été, dans le discours, la rhétorique tunisienne, avait été votée pour lutter contre la migration clandestine et qui était un instrument idéal pour l'ancien régime, pour mieux contrôler, disons, une société tunisienne déjà bien encadré, je dirais. Donc bon, c'était un élément de contrôle additionnel, si vous voulez. Mais pour revenir à ce discours de lutter contre l'immigration clandestine, je ne parle pas de ce que vous venez juste de dire qui n'a rien à voir. Mais il y a un discours, si vous voulez, qui est en effet à double tranchant, comme dit Hassan, c'est-à-dire on est tous d'accord, bien sûr, sur le besoin de trouver des solutions. Le problème, c'est que l'on traite cette question-là comme une conséquence. Parfois que cette architecture européenne, pas seulement européenne, tu as déjà mentionné l'agenda international sur la gestion de l'immigration. En fait, c'est une façon pour compenser la manque d'une vraie politique socio-économique de notre pays. Parce qu'il n'y a pas. Il y a des politiques migratoires qui sont temporaires parce que c'est des flashs, c'est reflète. Ça se reflète. Je pense qu'il n'y a pas personne dans le gouvernement maintenant qui peut planifier le développement économique, la vision de la société. Je pense que ce sont des autres composantes de cette cadre. Je crois que toute politique de migration doit s'intégrer totalement dans la politique de développement national. Oui, c'est un élément d'une politique de développement du pays. C'est un facteur de développement que vous avez lié dans cette conférence la migration au développement, le rôle des migrants dans le développement du pays. Et donc c'est vraiment, et comme vous l'avez dit, en intégrant la politique de migration dans le développement,
on résout les problèmes, les causes de cette immigration clandestine, les causes négatives de l'immigration à travers la politique de développement local, national. Ça, c'est un élément fondamental. Bien sûr, comme ça a été dit, il faut aussi se référer aux indicateurs qui ont été développés ce matin, sur les indicateurs qui posent problématique dans la migration. Indicateurs, tout d'abord, au niveau que la pauvreté est une source source qui motive les jeunes à immigrer. Aussi, par exemple, aujourd'hui en Tunisie, les sondages d'opinion des jeunes montrent que plus que 60% des jeunes aspirent à immigrer. Ça, c'est un problème fondamental d'avenir qu'il faut résoudre par une politique qui est destinée aux jeunes, politique pour leur faire confiance dans ce pays, dans leur économie, dans le marché d'emploi national, et aussi pour essayer peut-être aussi de leur donner la possibilité de s'ouvrir sur les autres pays sans pour autant courir les risques de migration. Donc il y a toute une approche qui doit être mise en œuvre avec une réflexion. Et surtout, il faut que la société civile doit jouer un rôle important dans la définition de cette politique-là. Parce que depuis des années, la société civile n'a pas joué un rôle dans le domaine de l'immigration, ni au niveau, peut-être la diaspora était obligatoirement pour certains groupes aussi. Peut-être les groupes à tendance islamiste sont regroupés dans des associations et tout ça. Par contre, et les dernières élections ont montré que le poids de l'associationnisme, des associations et tout ça. Donc en Tunisie, il faut motiver, il faut renforcer les capacités des associations au niveau local et au niveau national pour qu'ils jouent un rôle dans la politique de migration. La société est un partenaire incontournable pour résoudre les problèmes de l'immigration. Et aussi, il y a un problème. Peut-être on a parlé, j'ai assisté à deux peut-être conférences, la notion de genre, on a presque, elle est totalement absente des débats, des présentations. Par exemple, toutes les statistiques sont données globales. Ce n'est pas réparti par sexe. Aussi au niveau, nous savons, ça a été dit, peut-être 37% aujourd'hui des migrants tunisiens sont de femmes. Et la migration maintenant de jeunes, c'est surtout des migrations aussi féminines, peut-être à 50%, ou peut-être on va aller vers une tendance féministe de la migration. Donc ce sont des thématiques et des problématiques qu'il faut poser pour définir cette politique, cette nouvelle politique de migration. Et aussi, comment faire le lien entre le modèle de développement au niveau de participation et de développement économique, la contribution et des migrants dans l'effort de développement. C'est toujours, on le dit, mais dans l'idée qu'il y ait un pari gagnant-gagnant. C'est-à-dire, et aussi, il faut surtout avoir des principes dans cette politique-là. Le respect des droits humains, que ce soit des Tunisiens qui vont aller là-bas, ou nous sommes, la Tunisie commence peut-être petit à petit à devenir un pays d'accueil. Et nous avons aujourd'hui, on l'a dit, 600 000 Libyens, ils sont là installés, ils ont investi, ils travaillent, ou ils cherchent à travailler. Aussi, il y a d'autres. Donc c'est une thématique qu'il faut aussi poser. Donc il y a plusieurs. Je ne sais pas, est-ce que le secrétariat d'État
a annoncé la création de mécanismes, de nouveaux mécanismes. Par exemple, l'Observatoire et le Haut Conseil. L'Observatoire des migrations. C'est obligé parce qu'il y a des migrations. Donc, ces mécanismes, moi, je pense que c'est... Après, c'est ça votre prénom, et Sonia. Je voulais juste enchaîner par rapport au propos de M. Joumouf. C'est vrai que pour mettre en place une politique nationale traitant de la question de la migration, il faut apporter des réponses d'ordre économique et social. Mais en cherchant les causes, j'ai l'impression qu'on ne va pas au-delà de la recherche des réponses par rapport à des problèmes économiques. Il y a des problèmes aussi de malaise social. Donc ce malaise social qui est généralement négligé, qui n'est même pas à regarder. Donc je reviens à la question de genre. Proposer des chiffres, proposer de traitement des indicateurs d'ordre assez global et général, mais l'ordre assez global et général ne peut pas donner des réponses à des problèmes spécifiques. Quand on parle de la migration et la tendance de la migration de la femme qui est en croissance assez accélérée par rapport avant 2011, mais certainement suite à ce qui se passe en Tunisie. Donc on voit de plus en plus de jeunes, de femmes et de moins jeunes qui ont comme projet de vie d'aller ailleurs. Donc chercher l'ailleurs, le malaise que vivent les jeunes, les gens, etc., sont des variables aussi à prendre en considération quand on veut mettre en place une politique qui englobe malgré tout l'aspect, tous les problèmes de la problématique de la migration. On a tendance à occulter le problème donc, culturel aussi. Donc il y a aussi cet aspect qui devrait, à mon sens, être présent et traité considérablement pour donner des réponses claires et opérationnelles. Oui, ça va être complètement en continuité. Moi, je pense aussi que un des problèmes qu'on rencontre dans le traitement, quand on va penser ou réfléchir à l'immigration, c'est qu'on est aussi dans un champ qui est extrêmement politisé. Et tout le monde, et n'importe quel acteur, et le chercheur, et l'acteur associatif, et le politique, et tout le monde a une idée politique derrière le sujet de la migration. Peut-être que justement, ce dont on aurait besoin, c'est de commencer d'abord par redire que c'est une question sociale. On a des grilles de lecture, moi je trouve on n'a pas le niveau mezzo. On a d'abord une lecture, par exemple pour la question tunisienne, on est beaucoup dans le champ des relations internationales et l'expression d'un rapport de force entre la Tunisie et l'Europe, avec du coup beaucoup d'idées et beaucoup d'enjeux de positionnement qui sont aussi des réactions de colère aussi par rapport à un discours politique porté en Europe. Mais tant qu'on est dans cette colère, on ne peut pas non plus réfléchir sereinement. Et je pense qu'on ne va pas tout résoudre en traitant la question d'un positionnement plus fort de la Tunisie face à l'Europe. C'est pas vrai. On a cette lecture macro, et sinon on a la lecture très, très micro, pour le coup, des parcours individuels, des profils, des caractéristiques, etc. Or, à travers la question de migration, et moi ce qui m'intéresse, c'est la question de société. Qui est-ce qu'on inclut, qui est-ce qu'on exclut? Qu'est-ce que ça veut dire sur mon identité nationale? Qu'est-ce que ça veut dire sur, justement, la question du vivre ensemble? Et donc, par ricochet, la citoyenneté, et c'est quoi notre société, et qu'est-ce qu'on exprime par rapport à elle. Donc remarteler, peut-être accepter aussi de positionner les choses, regarder les choses d'abord sous un angle social. L'immigration, effectivement, des Tunisiens, il y a des apports très concrets pour tous. En Tunisie, en Europe, et on parle beaucoup de ces histoires de retour de fonds. Et moi j'ai beaucoup apprécié ce matin justement le fait qu'on dise que ça c'est la partie visible, mais il y a beaucoup plus que ça derrière, et beaucoup plus intéressant.
Mais c'est sûr qu'il y a des questions de malaise social en tant que tel, et la question de la capacité d'une société à intégrer sa jeunesse, et qu'est-ce qu'on lui propose. Donc la migration comme parcours de fuite, et de mise en danger individuelle, qui exprime quelque chose aussi sur une société et sa capacité à intégrer, et puis le traitement des étrangers à l'intérieur de sa propre société aussi, et qu'est-ce qu'on a envie de proposer comme modèle social collectif. Et bon, alors c'est difficile évidemment de sortir du politique, mais je pense qu'on aurait aussi tous à gagner à reposer les choses, enfin, à se forcer aussi à avoir aussi ce cadre-là, intermédiaire.